Lorsque l'on m'a demandé d'intervenir sur le thème des Juifs d'Alsace et Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, il m'a paru plus intéressant d'élargir le sujet en parlant des Juifs d'Alsace avec un regard tourné vers le Mizrach. Le jour de Jérusalem a été instauré à la suite de la guerre des 6 jours et de la réunification de la ville. Je n'ai pas oublié l'émotion intense qui nous a saisis pendant cette guerre, le 5 juin 1967, ce jour-là, alors que je passais mon certificat d'études primaires. Mais les informations à la radio, en particulier sur Europe 1 à midi, évoquaient une situation très difficile. Toute ma famille avait l'oreille collée au poste de radio. Et nous suivions, minute par minute, Julien Besançon, qui nous décrivait la situation. L'angoisse était pesante. L'après-midi, j'ai dû chanter devant un prof la victoire en chantant. Je me souviens, cette même semaine, du télégramme adressé à tous les membres de la communauté de Mulhouse pour les convier à un office dans l'urgence de la situation. Un télégramme, eh oui, bien sûr. Les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque. Mais cet appel a été entendu de tous. L'évolution de la guerre et la réunification de Jérusalem le 7 juin 1967 ont créé une ambiance très particulière pendant cet office spécial dans la synagogue de Mulhouse, remplie comme jamais. L'enthousiasme était à son comble. Vous pouvez découvrir la taille de la synagogue qui était remplie. Un an plus tard, Lucien Lazare et sa famille étaient accueillis au centre communautaire de Mulhouse pour un repas shabbatique. C'était la veille de leur départ pour Jérusalem en 1968. Ils allaient s'installer en Israël, tout comme d'autres dirigeants de la communauté strasbourgeoise sous l'impulsion d'André Neher. Le Mizrach, le fait de se tourner vers l'Orient, avait pris ce jour-là une forme concrète. Ce Yom Yerushalayim a été par la suite l'objet de célébrations dans les communautés d'Alsace. Par exemple, la bar mitzvah de la réunification de Jérusalem a été fêtée en grande pompe à Molsheim en 1980, comme vous pouvez le découvrir sur ce flyer qui m'a été transmis par Nicole Franck. Ce jour-là de Yom Yerushalayim, je me rappelle la venue d'Avital Sharansky, qui était venu pour défendre et lutter pour la sortie d'Union soviétique de son mari emprisonné là-bas. Vous pouvez également découvrir le flyer organisé pour le Yom Yerushalayim de 1980, organisé par les villes de l'Est de l'Alsace, l'Est de la France, les villes de l'Alsace. Mon cœur est en Orient, au Mizrach, mais mon corps est en Occident, disait le poète Yehuda Levi. Et c'était bien le cas pour les Juifs d'Alsace, comme nous le raconte Freddy Raphaël. Cela se manifestait pour certains Juifs d'Alsace au XIXe siècle, à la fin de leur vie, par le long pèlerinage afin d'être ensevelis dans la terre de leurs ancêtres. La plupart de leurs corélégionnaires se contentaient d'envoyer un peu d'argent en Palestine pour soutenir les institutions religieuses et sociales qui s'y développaient avec beaucoup de difficultés. En échange, ils recevaient de là-bas de menus objets en bois d'olivier où étaient gravés les murailles de Jérusalem ou le tombeau de Rachel
qu'ils conservaient précieusement. Ils achetaient un cédra d'Israël et exigeaient qu'on mît dans leur tombe un petit sac contenant de la terre de Palestine, comme vous pouvez en voir devant vous sur l'écran. L'amour pour la Terre sainte s'exprimait également dans les tableaux indiquant la direction de la prière, l'Orient, le Mizrach. En effet, lorsqu'on entre dans une maison juive en Alsace ou en Lorraine, le regard est aussi attiré par un tableau accroché sur le mur est, en direction de l'Orient. Le mur et ce tableau que l'on désigne sous le nom de Mizrach indiquent la direction dans les prières, celle du temple de Jérusalem. Dans de nombreuses lithographies d'Alphonse Lévy, on voit souvent apparaître ce Mizrach au fond de ses dessins. C'est ce tableau qui symbolise le regard des Juifs vers Jérusalem. Il en est d'autres, comme celui que vous pouvez découvrir maintenant, un Mizrach de l'Est de la France de la première moitié du XIXe siècle, que j'ai extrait du catalogue Les Juifs et la Lorraine, édité par le Musée Lorrain en 2009. Vous pouvez y découvrir Abraham, Isaac, de chaque côté, avec une scène de sacrifice dans le temple. Au bas de l'illustration, les murailles de Jérusalem. En haut de cette illustration, les drapeaux français rappellent la reconnaissance des Juifs envers le pays qui les a émancipés. Là aussi, vous pouvez découvrir ce Mizrach d'Alphonse Lévy, qu'on retrouve très fréquemment dans ses dessins. On peut ainsi découvrir différentes illustrations de ces tableaux, comme ce fameux Mizrach réalisé par Wolf Bloch à Zellwiller vers la fin du XIXe siècle. Il s'agit de 15 figurines en feuilles d'argent découpées et dorées. Vous pouvez trouver l'arche de Noé, Moïse, Aaron, la lune, le temple. Vous pouvez découvrir ce Mizrach au musée alsacien et bien évidemment dans nos pages du site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Il en est d'autres plus sophistiqués tels que ce Mizrach Canivet en papier découpé réalisé par Elias Dannhauser, instituteur à Rourbourg, et Mizrach réalisé en 1822. Il fait partie de la collection de la Société d'histoire des Juifs d'Alsace et de Lorraine, est en dépôt au musée alsacien. Il s'agit souvent d'une œuvre très simple, telle que vous pouvez le découvrir sur celui-ci, avec Moïse et Aaron, qui fait partie d'une collection privée qui date de la fin du XIXe siècle. Il y a aussi ce fameux Mizrach dessiné sur papier par le dénommé Lévi Chazan, ministre officiant à Quatzenheim, réalisé en 1875. Il représente un plan naïf de Jérusalem, du temple de Jérusalem et du temple de Shlomo. En fait, il s'agit d'une œuvre assez élaborée où vous pouvez découvrir tous les maîtres du Talmud tout autour de ce dessin et très symboliser le Kotel HaMaaravi à ce niveau-là. Un dessin du temple de Shlomo et du Beth Amikdash, et vous voyez en train de symboliser le Kotel HaMaaravi
le kotel au milieu de ce dessin. Donc réalisé par le Chazan Lévi en 1875. Il en est d'autres qui ont été imprimés par la maison Wenzel à Wissembourg, qui a imprimé des lithographies et à destination de la clientèle juive a produit entre autres des lithographies de Mizrach qui étaient en vente pour un public déjà tout destiné. Chacun des Juifs savait que derrière ce Mizrach se trouvait la lointaine et l'inaccessible Jérusalem. Là, je vais vous faire écouter un extrait, pourquoi inaccessible, un extrait de Chameau, Frédéric Hamel. J'espère que vous arriverez à l'entendre. Israël, est-ce que vous pensiez à Israël, qui était, à l'époque, on l'appelait la Palestine? Je me rappelle une réunion du cercle des étudiants juifs de Strasbourg. Dans ce cercle, il y avait des étudiants sionistes. Et un jour, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous allons faire après avoir terminé nos études? Et il y avait une mademoiselle, Krug-Liakov, le fait que je me rappelle son nom, moi qui n'ai pas de mémoire, ça veut dire que ça avait a laissé une trace très profonde chez moi, qui dit, moi je vais en Palestine. Et je me suis levé et j'ai dit, alors vous êtes une idiote. Textuellement. Mais pourquoi était-ce tellement idiot? Parce que pour moi, ça avait l'air tellement absurde à ce moment-là, tellement utopique et tellement loin de la réalité. Donc, comme vous pouvez constater qu'à l'époque, le Mizrach était quelque chose de pratiquement virtuel. On le sentait dans son cœur, mais il était pratiquement inaccessible. Peut-être inaccessible, mais pas pour tout le monde, mais pas pour tous. Charles Netter, ce bienfaiteur qui a donné son nom à plusieurs rues et institutions en Israël, n'a pas hésité à s'y rendre en personne en 1868. Charles Netter, descendant d'une longue lignée de rabbins alsaciens, naît à Strasbourg en 1826. C'est un homme d'affaires qui s'installe à Paris en 1851. L'affaire de Damas en 1840, où de cruelles persécutions perpétrées contre les Juifs de la ville à la suite d'une accusation de crime rituel, avait brutalement révélé aux Juifs d'Europe occidentale la vie misérable de leurs frères d'Orient. Ceux de France, émancipés les premiers, se sentirent un devoir impérieux face à ces populations déshéritées, celui de leur servir de protecteurs en cas d'oppression et de leur permettre, par l'éducation et la culture, de s'élever dans l'échelle sociale. C'est dans ce but que se terre en 1859, dans la demeure parisienne de Charles Netter, les premières réunions qui aboutirent un an plus tard à la fondation de l'Alliance israélite universelle, dont il devint le trésorier. Netter crée des institutions destinées à améliorer le sort des Juifs dans toute la diaspora. Mais son action essentielle est consacrée à l'amélioration de la vie des Juifs en Palestine et au progrès de leurs conditions d'existence dans ce pays au moyen de la pratique de l'agriculture. En 1868, Netter se rend donc en Palestine au nom de l'Alliance et à son retour, il recommande la création d'un lycée agricole qui serait suivi de l'établissement de localités agricoles pour les diplômés de cette école. Quand sa proposition est approuvée, il part pour Constantinople en 1869 où il reçoit l'approbation du grand vizir. C'est ainsi qu'est créé Mikvé Israël. Netter demeure en Palestine jusqu'en 1873 pour superviser les opérations de création de l'école, qui sera la première localité juive agricole des temps modernes. Il faut rappeler que la première alia ne débutera qu'en 1882. Netter décède en 1882 et André Neher dira de lui: Charles Netter, strasbourgeois de naissance,
Pharisien d'adoption, est pour l'Alsace ce qu'Adolphe Crémieux représente pour le Midi, le grand juif par excellence. Au cimetière de Westhofen, que vous découvrez devant vous, il y a une tombe. C'est la deuxième rangée du côté droit. Je vous la montre ici. Je ne sais pas si vous la voyez, celle-ci. Dans ce cimetière est enterré un personnage atypique, Faisal Khan. Je ne sais pas si ces chariots l'ont apporté dans sa dernière demeure, mais Faisal Khan, sans être un rabbin, incarnait la dimension spirituelle de la communauté de Westhofen jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ceux qui ont vécu à Westhofen avant la guerre de 14 se souviennent avec fascination de sa personnalité charismatique. À la fois vigneron et circonciseur, il jouait un rôle actif dans le contrôle social de la communauté, rôle légitimé par son immense savoir. Ce personnage est un précieux témoin de la mystique encore bien vivante dans la campagne alsacienne au début du XXe siècle. Une fois par semaine, à minuit, il se levait et récitait des prières. Il s'agit sans doute du Tikkun Chatzot, le rite mystique des endeuillés de Sion, rite qui commémore la destruction du temple. Son élan mystique l'a poussé à effectuer 2 voyages en Israël. Le premier daterait de 1922, accompagné de sa sœur Hendele. Il est parti avec un sac de nourriture cachère sur le dos. Mais arrivé en Palestine, il aurait regretté l'Alsace, aurait eu le Heimweh et n'aurait pas supporté l'idée d'avoir abandonné sa femme qui était restée pendant ce temps entièrement à la charge de la communauté. Il est alors retourné à Westhofen en rapportant de la terre d'Israël. À la fin de sa vie, il entreprit un 2e voyage afin d'être enterré en Palestine, mais il n'alla pas plus loin qu'à Marseille où il se cassa la jambe. Son fils alla à Marseille pour le ramener à Westhofen. Il a donc été enterré à Westhofen et vous voyez sur la 2e ligne de sa tombe, ou la 3e ligne, Ish Ohev Zion, un amoureux de Sion. Retour à Mulhouse. Retour à Mulhouse où nous découvrons un autre personnage, le docteur Alfred Elias. Alfred Elias naît en 1865 à Mulhouse, ville française. Il fait ses études de médecine à Strasbourg et il exerce à Cernay avant de s'établir en 1897 à Mulhouse où il se marie. C'est un sioniste convaincu. Surtout après le traumatisme de l'affaire Dreyfus, il participe au congrès de Bâle où il est le représentant des sionistes d'Alsace et où il rencontre Theodor Herzl et Max Nordau. C'est l'un des seuls juifs d'Alsace présents au premier congrès sioniste qui se tient à Bâle en 1897 et il luttera toute sa vie pour son idéal sioniste. Dès son retour du congrès, il fonde à Mulhouse l'association Sion. Il s'agit de la première organisation sioniste créée en Alsace-Lorraine, 2 ans après le premier congrès sioniste de Bâle et 3 ans avant les débuts du mouvement sioniste à Strasbourg. De 1900 à 1905, il rédige pour le journal Die Welt de Herzl une série d'articles. Il est le rédacteur d'une impressionnante thèse sur l'histoire du sionisme de 609 avant l'ère chrétienne jusqu'à 1940, un travail de près de 300 pages. Donc vous voyez le sommaire devant vous. Il dit notamment « L'histoire est aussi captivante et aussi importante que celle des sionistes de temps modernes. Elle a été racontée, il est vrai, par les auteurs qui ont publié des histoires du peuple juif comme Renan, Gretz et d'autres, mais j'ai trouvé utile de la raconter une fois de plus parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur plusieurs points. Ils assignent à Jérémie, à Jean de Guichala, à Simon Bar Giora, au Canaïm, un rôle qui, à mon avis, est en contradiction avec les faits.
et n'insistent pas sur le rôle primordial du défenseur du temple d'Avshalom. Ils ignorent ou ne signalent pas l'intéressante épopée contenue dans les livres du second Isaïe. Ma conception du sionisme des temps antiques diffère donc de la leur. J'ajoute qu'aucun auteur ne s'est occupé jusqu'à aujourd'hui de l'attitude qu'observe dans les siècles l'Église romaine devant le problème sioniste, et qu'aucun n'a donné au sionisme français la place à laquelle il a droit. Différentes lacunes étaient donc à combler. J'ai tâché de le faire dans l'histoire que je présente aujourd'hui au public. Ses convictions socialistes et humaines l'incitent à pratiquer une médecine sociale avant la lettre. Il crée une section de Samaritains auxquels il enseigne les premiers secours à donner aux malades et aux accidentés, et fonde la Croix-Blanche, un service d'ambulance qui intervient dans les accidents. Il s'intéresse beaucoup aux problèmes d'hygiène et anime la lutte anti-alcoolique. Malgré sa ferveur sioniste, le docteur Elias n'ira jamais en Palestine. Appelé à rester à Mulhouse à la demande du maire au début de la guerre, au moment où Mulhouse est évacué, il reste à Mulhouse pour s'occuper des malades et des personnes âgées. Au moment où les Allemands traversent le Rhin, il essaye de rattraper sa famille du côté de Belfort à bicyclette, mais c'est la telle débandade. Il revient à Mulhouse et va au-devant de son destin, et à l'entrée des Allemands dans la ville de Mulhouse, il se donne la mort. La municipalité de Mulhouse a décidé d'ailleurs cette année, en 2021, de donner son nom à l'une des rues de la ville. La première association s'était constituée à Strasbourg, la première association sioniste s'était constituée à Strasbourg dès 1902, sous l'impulsion de jeunes étudiants et de professeurs. Elle reçut par la suite l'appui de certaines familles traditionnelles, car la terre promise n'avait jamais quitté leur horizon spirituel. Les jeunes issus des milieux immigrés animèrent le mouvement Hatikva, qui prenait un sionisme militant. Le mouvement des éclaireurs israélites de France, qui fut créé en Alsace en 1929 et qui était favorable aux sionistes, toucha une large couche de la jeunesse juive d'Alsace. La plupart des rabbins d'Alsace encouragèrent, avec certes des degrés dans leur adhésion, le mouvement sioniste. Quant aux notables, ils ne s'y opposèrent point, car ils virent là un moyen de moderniser le judaïsme d'Alsace. Par la suite, les divisions politiques fractionnèrent le mouvement. Mais malgré la diversité croissante des aspirations sionistes, les divers groupes restèrent unis en une seule organisation. L'Union régionale des sionistes de l'Est de la France obtint une représentation permanente au Congrès sioniste. Ce mouvement éducatif rassembla les énergies pour le rachat des terres par l'effort continu de tout le peuple juif. Il faut rappeler que le nom du mouvement sioniste religieux Mizrahi, qui a engendré notamment le Ben Akiva et plusieurs kibbutzim en Israël, dérive lui aussi du mot Mizrach. Vous voyez déjà dans ce calendrier en 1936 le nombre d'associations sionistes, l'Office palestinien de l'Est de la France, le Bureau d'Ukraine Esod, le Bureau d'Ukraine Aïchouv, le Bureau d'Ukraine Kayemet, Galei, les éclairs juifs. Et là, vous voyez d'autres, l'Agent juif pour la Palestine, la Société Galei, l'Union régionale des sionistes de l'Est de la France. Mais il faut avouer que la nostalgie de Sion ne faisait pas l'unanimité. Un médecin juif de Mulhouse, le docteur Ernest Meyer et son épouse, le docteur Ernest devait écrire « Que nous servirait d'aller habiter la Terre Sainte si nous devions nous y installer à la façon d'un peuple quelconque du globe? Quel avantage y aurait-il là pour nous et pour le pays? Quel spectacle révoltant nous offre tous les jours la conduite blasphémante de ces néo-palestiniens installés sans se soucier de ces nobles recommandations de notre Agada l'an prochain à Jérusalem. Préparez-vous d'abord moralement afin d'être digne d'habiter Jérusalem l'année prochaine. Il faut dire, c'était avant la Shoah.
Pourtant, à la même époque, le rabbin Joseph Bloch de Bar fondait à Gertviller une Archara, c'est-à-dire un camp de préparation à la Aliyah et au travail de la terre. Elle accueillait des jeunes filles et des jeunes gens qui s'initiaient à l'agriculture tout en poursuivant des cours d'instruction religieuse. C'est ce type de camp, appelé kibbutz, qui a suivi de modèle au Archarot pendant la guerre, celle de Lautrec, de Talur, entre autres. Il y en a eu d'autres d'ailleurs en Alsace. En dehors du Mizrach, opposé au mur occidental des habitations, le lien avec Israël est entretenu par le Keren Kayemet l'Israël depuis le début du XXe siècle. Le Keren Kayemet l'Israël est une institution émanant des congrès sionistes. Il a pour fonction de racheter et de restaurer les terres d'Israël pour qu'elles puissent être peuplées par la population juive. Dans ce but, il mène depuis plus d'un siècle une campagne de dons symbolisée par son célèbre tronc bleu et blanc qui au départ était rouge, celui de la Chalouka. Mais écoutons Maître Édouard Bing, Zichrono Livracha, nous relater son expérience de jeune militant. En 1913, le Keren Kayemet, qui s'appelait encore le Fonds national juif, était pratiquement inconnu en Moselle, où j'habitais alors. Au début de l'année 1914, j'ai commencé à visiter méthodiquement les familles juives des arrondissements de Thionville, toujours sous l'impulsion de mon frère, qui était, lui, guidé par feu Gustave Lévy de Metz, devenu par la suite conseiller à la cour d'appel de Lyon. Je réussis à faire accepter des troncs par presque toutes les familles de la région. Et j'organisais un réseau de jeunes camarades pour les lever. Jusqu'en novembre 1918, le résultat des levées fut transmis au bureau central du Keren Kayemet de Berlin, car l'Alsace et la Moselle faisaient à cette époque partie de l'Allemagne. L'armistice de 1918 nous coupait de Berlin. Mais dès le printemps 1919, je reçus une lettre de Strasbourg me faisant savoir qu'un certain monsieur Toby Salomon était chargé de centraliser dorénavant le travail du Keren Kayemet. Venu à Strasbourg comme étudiant juif en avril 1919, j'allais immédiatement prendre contact avec lui. C'est sous l'impulsion de Toby que se constitua une petite commission du Keren Kayemet dont il était d'ailleurs la force agissante, n'hésitant pas à rester jusqu'à 1h ou 2h du matin dans le petit bureau que nous avions créé dans l'ancienne gare rue de Sébastopol. Sébastopol, pardon. Les journaux juifs d'Alsace ayant cessé de paraître depuis le début de la guerre, le judaï-sioniste de Paris étant désorganisé, nous n'avions plus de journal pour publier la liste des dons. Qu'à cela ne tienne, il fallait en créer un. Et en fait, c'est en septembre 1919, déjà, que parut le premier numéro de notre journal, Le Juif. Le Juif publié par l'organisation du Mizrahi en France, mais édité à Strasbourg. Je me souviens qu'un jour, Toby me fit inviter par la communauté de Dieu en Moselle à y passer un Shabbat et à prendre la parole à la synagogue. Moi, jeune homme de 25 ans, je montais sur l'estrade comme un rabbin et délivrais mon discours à l'enchantement de l'auditoire qui n'avait jamais eu pareille visite. Toby fit aussi venir un film tourné sur les terres du Keren Kayemet et ce fut avec une émotion que l'on ne peut plus mesurer à l'heure actuelle que la population juive de Strasbourg vit pour la première fois des images vivantes de la terre promise. C'était un événement inimaginable. Dans cette fameuse revue, Le Juif, qui a été ensuite transformée en la tribune juive d'avant-guerre, pas la tribune juive bien après la guerre, qui a été publiée la liste des dons. Les troncs étaient vidés Patelin par Patelin, Bionville, Bonzonville, Grosse-Bilderdorf, Hadstadt, Erlisheim, Ingwiller et Metz et j'en passe.
Et toute la liste des dons prélevés était publiée semaine après semaine dans la revue Le Juif. Raphaël Kaleb, un autre engagé de la première heure du sionisme dans notre région, écrivait dans l'almanach du KKL de 1955. Il y avait certes dans tout cela plus qu'idéal que de réel, mais c'est quand même le potentiel moral des premières années de Bâle qui a fait naître un demi-siècle plus tard la réalité de l'État juif. C'est ce groupe de sionistes politiques et herzliens qui allumait en Alsace le flambeau du sionisme, repris depuis 1919 par la deuxième génération représentée par Léopold Metzger, Schramek, Mirtiel Bloch, que vous voyez ici, Toby Salomon, le Robert Lévy-Dreyfus et Claire Brandberger, et bien d'autres encore. Enfin, depuis 1945, les jeunes en activité représentent la troisième génération de sionistes d'Alsace. La première génération fut celle du rêve. La deuxième lutta pour gagner au sionisme les masses juives de notre province. Et la troisième génération, enfin, a pour tâche de contribuer à la consolidation de l'État d'Israël, rêve devenu, après la Shoah, devenu réalité. Elle aura fort à faire pour se montrer digne de ses aînés. Après la Seconde Guerre mondiale, André Toby Salomon relance l'activité du Keren Kayemet à Strasbourg. Et depuis 1951, on fait paraître chaque année un almanach du KKL, Strasbourg, qui se distingue par ses articles de qualité. Aujourd'hui encore, le Keren Kayemet demeure un lien vivant entre les Juifs d'Alsace et ceux d'Israël. Freddy Raphaël nous rappelle que depuis la création de l'État d'Israël, l'attachement des Juifs d'Alsace pour la terre promise n'a fait que se renforcer. Les éléments les plus dynamiques, ceux qui voulaient mettre en accord leur sens des responsabilités et leur engagement dans la vie quotidienne, sont montés en Israël, car ils ont pris conscience du fait que le sort du judaïsme et du peuple juif se jouait en Israël. Pour les cadres de la communauté juive, l'expression de Baugut reconstruisait bien le temple par laquelle les Juifs d'Alsace se souhaitent bonne année de Pâques, bonne fête de Pâques, est devenu un appel impératif auquel ils ne se sont pas dérobés. Ils ont reconstruit à Jérusalem. Pour ma part, divers événements de mon histoire vécue, depuis la guerre des 6 jours jusqu'à mon combat en faveur des Juifs du non soviétique et des droits de l'homme, m'ont conduit à me tourner concrètement vers ce Mizrach, qui était mon orientation depuis toujours. C'est ainsi qu'à mon tour, j'ai sauté le pas et je suis parti m'installer à Jérusalem, il y a 37 ans déjà, 38 ans, où j'ai créé ma propre famille, une nouvelle génération de Juifs d'Alsace, installés dans ce Mizrach. Cette démarche a été pour moi tout à fait naturelle du fait de mon éducation, de mon environnement, de mon engagement communautaire, où finalement, tout était tourné vers le Mizrach, vers l'Orient, vers Israël, vers Jérusalem. Mais il ne s'agit pas d'un abandon de mes racines alsaciennes, auxquelles je suis resté profondément attaché. Comme en témoigne la mise en ligne de ces sites internet de judaïsme d'Alsace et de Lorraine, ainsi que la publication de mon ouvrage sur les synagogues d'Alsace. Et j'ai oublié, je ne l'ai pas retrouvé, je voulais mentionner, montrer la pierre de Jérusalem qui se trouve sur le mur de droite dans la synagogue de la paix, la pierre de Jérusalem qui maintient le souvenir de Jérusalem présent à Strasbourg. Voilà. Alors, c'est dommage que je ne peux pas déplacer avec l'ordi, mais c'est juste à côté de ma porte de bureau, la pierre. Merci, Michel. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Mais en fait, les choses qui étaient très intéressantes parce que
c'est qu'on regarde à toi finalement vers le Mizrach. Voilà, c'est pour ça que c'était difficile un peu de parler de Yom Oui, Yerushalayim dans ces grandes lignes. Je pense que c'est plus un peu le, le crochet qui nous tend vers ce Mizrach qui a été notre moteur depuis tous les siècles et qui s'est précisé depuis le XXe siècle euh, en Alsace tout particulièrement, entre autres. oui. En fait, il y avait aussi, on peut voir les périodes romantiques vers Jérusalem, du côté artistique, je veux dire. Ah oui, bon, ça, j'aurais pu vous C'est un montrer autre encore sujet j'aurais total. pu vous montrer encore beaucoup d'illustrations de Mizrach brodé, de Mizrach dessiné. Ça, c'est pas les modèles et les échantillons qui manquent. Il y en a beaucoup au musée alsacien en dépôt de la Chiale et beaucoup d'autres qui se trouvent chez des privés à droite et à gauche, évidemment. Ouais, ouais. Encore, merci beaucoup. Peut-être vous voulez poser des questions ou partager aussi les points de vue de Mizrach et personnels. Oui, peut-être ce serait bien d'enlever l'image qu'on puisse se voir, peut-être, s'il te plaît, Yoav. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Là, on a l'image du Mizrach, bon, qui est Tu trop veux bonne. montrer encore? Ah, je vais l'enlever. Ouais. Des Ouais. fois, c'est plus sympa de se voir. Voilà. Alors, chez nous, on voit tout. Ah, voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, on voit tout le monde. Voilà, ben, je prends peut-être la parole. Hein. Donc, moi, c'est Doris. Enfin, oui, c'est marqué Léa parce que c'est ma petite fille qui a pris mon appareil. En fait, c'est Doris Angèle. Oui. Voilà, donc, je suis très contente de faire connaissance en vrai de Michel Roté, dont je suis vraiment depuis un moment, en particulier les posts sur Facebook. Vous avez écrit tout un long article sur comment dire, les tissus qui servent à cacher les torchons. Ah, ça, ils ont fait, quand même, ouais. Les différents, selon les différentes époques, etc. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et puis, j'ai aussi votre livre sur les synagogues qui a été dédicacé par monsieur le regretté rabbin Warschawski. Voilà, pour les Mizrach, il y en a aussi au musée de Pfaffenhofen, donc avec cette technique qu'on appelle les églomisés, c'est-à-dire qui peinture sur verre à l'envers. Voilà, donc, ben, oui, merci beaucoup pour toute cette reconstruction là de l'histoire d'Israël. Et puis, je voulais aussi dire que j'ai le plaisir depuis plusieurs années de participer à mon tour à l'almanach du KKL. Voilà. Je n'ai pas de questions particulières à poser. Vous êtes invité à participer à élaborer le site si vous avez des idées de propositions de texte aussi dans ce sens-là. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui… Est-ce que je peux intervenir? Évidemment. Est-ce que je peux intervenir? Je suis Est-ce qu'on m'entend? Évidemment. Bon, alors, je voulais deux choses. Enfin, la première, c'est d'abord bonjour à tout le monde, et puis bonjour Michel, et puis merci pour tout le boulot que tu fais. Merci. Tiens, je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans le bus ou dans le métro. Je voudrais faire d'abord une remarque, c'est qu'il y avait mon oncle Marcel Lévy de Haguenau qui aimait le travail du bois et qui nous a fait quantité de Mizrach en contreplaqué. Je n'ai pas pensé à l'amener avec moi pour vous le montrer, mais il y en a un notamment qui figure dans la synagogue de Haguenau que lui avait fait. Maintenant, j'ai une autre question avec tous, qui n'a rien à voir avec ce qui précède. C'est est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on appelle en Israël aujourd'hui les Mizrachim? Est-ce que vous avez entendu la question? Je ne sais pas. Michel, tu as entendu la question? J'ai entendu la question. Qu'est-ce que tu entends? Si j'ai bien compris, quand je lis un peu la presse israélienne, quand on parle des Mizrachim, ce sont les gens qui sont plutôt originaires d'Irak ou de Syrie. Mais je crois, si j'ai bien compris. Hein.
Ok, c'est ceux qui viennent plutôt de l'Est de la planète, si l'on veut. Oui, c'est pas tout à fait juste parce que le Maroc traduit en français, c'est l'Occident. Le mot Maroc, Maghreb, c'est l'Occident. Et l'Occident est considéré comme Orient, comme Mizrach, parce que c'est des pays musulmans, et c'est des pays arabes, et c'est des pays qui ne sont pas ashkénazes, en partie séfarades, qui ont pris le ladino avec l'expulsion d'Espagne. Ils ont pris le ladino en Bulgarie, en Grèce, en Turquie. Ma femme est syrienne de Damas, sa famille est de Damas. Damas, c'est un mélange entre des séfarades qui sont venus d'Espagne et des juifs, pays arabes qui étaient toujours arabophones et pas séfarades. Alep, c'est pas un mélange, c'est avant tout une communauté séfarade. Absolument. Pour le Mizrach en Israël, c'est tout l'ensemble. C'est un amalgame de séfarades, d'orientaux et de pays musulmans et arabes. Exact. Ok, merci. Voilà. Je parle de ma Mizrach et Mizrachim. Mais le tableau qui est présenté comme un Mizrach, on le trouve que en Alsace-Lorraine et un peu en Allemagne, je crois. Essentiellement, effectivement. Oui. C'est quand même une particularité. Oui. On trouve ça nulle part ailleurs. Alors, question. Il me semble, si, dans chez Sholom Aleichem, il y a une. Dans Sholom Aleichem, il y a un tableau que, donc ça, on est en Ukraine, hein, donc il y a un tableau, puisqu'il parle du salon et il parle du tableau que son père a décoré pour montrer le Mizrach. Ah oui, bon, ça c'est intéressant. Justement, maintenant qu'on en parle, ça me revient. Oui, oui, ça c'est intéressant de le relever, effectivement. Oui, je peux vous retrouver c'est dans Migration d'avant Pessah et je l'ai traduit, donc c'est pour ça que je le sais. Ok. Alors, est-ce que chez toi, Michel, c'est une question générale à tout le monde, est-ce que chez vous avez un Mizrach qui est accroché? Tout à fait, c'était la première image du PowerPoint que je viens de vous montrer, Oui. et qui est une reproduction d'un Mizrach qui se trouve chez un privé à Strasbourg. Oui, moi aussi, j'ai une reproduction. C'est le même. C'est le même. D'accord. On se demande pourquoi. Devinez. Vous ne seriez pas beau-frère par hasard? Quelle question. Et les autres, est-ce que quelqu'un a aussi des Mizrach accrochés chez vous à la maison? Moi, il me semble que c'est un cadeau de mariage qu'a reçu mon fils. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je crois que c'est une des choses qu'on offre en cadeau de mariage. Je ne sais pas si c'est répandu, mais en tout cas, mon fils en a reçu un pour son mariage. D'accord. Ça veut dire encore aujourd'hui, on offre comme cadeau les Mizrach? Oui, je ne vois plus très bien ce que c'était, mais je crois que c'est… Oui, c'est ça. C'était un cadeau. Et je crois que j'en ai un qui est quelque part, mais je ne l'ai pas accroché, non. D'accord. Oui, naturellement. On a toujours accroché en priorité. Alors, chez vous, vous avez, Yvan, et les Mizrach? En priorité. Je ne peux pas vous le montrer parce que là, nous sommes en Israël. Vous êtes sur la Lune, je vois. Vous n'êtes pas connecté avec Colmar? Hein? Vous n'êtes pas connecté avec Colmar? Non, je suis à Ranana. Salut Yvan. Salut ma soeur. Salut. Salut Edith. Salut Edith. Salut Yvan. Bonjour de Ashdod. Bonjour Yvan. Bon, on va retourner au sujet un tout petit peu. Hein. Oui, c'est des gens qui sont dans le Mizrach. Oui, c'est ça. Ils sont rentrés dedans. Bon, Michel, merci énormément pour ça. Je pense qu'on a passé… on nous montre un Mizrach. Ah, voilà. Ah, c'est super. Vous pouvez monter un tout petit peu qu'on voit tout. Voilà. Ah, voilà, très bien. Mizrach. Super. Et ça, c'est imprimé? Oui. Et ça vient de où? Je ne sais plus. D'accord. Il n'y a pas de nom de… Non, rien du tout.
Et ça, c'est chez vous, c'est accroché, oui? Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, Même à Dimeling, on trouve ça. Voilà. Ben oui, même à Dimeling. Même là-bas. Je suis persuadé que chez mes grands-parents à Boupenum, il y en avait un aussi. À Boupenum, il y en avait aussi. Ah ben voilà, encore un. Simon, chez toi, à Ingviller, il n'y en avait pas? Le fond d'écran. Il y en avait dans toutes les villes pratiquement. Ouais, c'est ça. Il y avait partout. Et Jean-Pierre, chez toi? Ah, il faut que tu actives le micro. Voilà. Jean-Pierre, on n'entend rien, il faut activer le micro. Ah, c'est pas un Mizrach. Alors j'ai bien sûr celui de Wenzel, puisque je m'intéresse beaucoup à Wenzel en copie. Hein. Ouais. Mais j'en ai pas d'originaux à la maison. J'en ai vu des Allemands, ce qui est de Hambourg, ce qui veut dire que c'était beaucoup plus répandu que l'ère géographique qu'on a dit. Hein. On le trouve en Pologne, on le trouve dans l'Allemagne, on le trouve un peu partout en fait. Peut-être pas en milieu séfarade, je crois pas qu'il y en ait en Provence, mais sur toute l'ère germanique, on en trouve. C'est vrai qu'en Pologne, moi aussi, j'ai vu plusieurs de Mizrach. Je pense que, de toute façon, c'est le judaïsme médiéval, le français, qui part vers l'Est. Hein. Alors, Yvon nous montre les Mizrach. Ça, c'est chez vous à la maison, oui? Il est en point de croix. Tournez-vous tous vers Yvan Geismar. Il est en bas. Ah, c'est super, il est magnifique. C'est le Mizrach de Colmar? Non, c'est imprimé. Il vient de Sainte-Marie-aux-Mines. Alors, pour information, juste une information, pour information, celui qui était fait donc à Luxembourg était également fait par Danjou Lamesse. Hein. Donc il était commercialisé pour l'Alsace et pour la Lorraine, mais par deux imprimeurs différents, mais c'était effectivement probablement la même planche. D'accord. Celui que j'ai montré, il venait de Wenzel. Oui, ben, la plupart c'est Wenzel, mais Danjou aussi à Metz. Hein. Ouais. Alors, les Wenzel, il y a plusieurs productions de Mizrach. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément en lithographie au XIXe siècle, c'est très courant. Hein. Énormément. Super. Bon, encore une fois, Michel. Merci beaucoup. Yom Yerushalayim Sameach. Alors, ironiquement, pour nous en Alsace, Mizrach, le plus direct, c'est l'Allemagne. C'est un peu sinistre, mais c'est comme ça. Pardon? Je dis que sinistrement, en Alsace, l'Est le plus direct, c'est l'Allemagne. L'Est le plus proche. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ah oui. Mais c'est le sud-est, alors. Si tu es déjà dans le sud de l'Alsace, tu passes directement en Suisse. Hein. Oui. Allez, merci beaucoup. Avoir un compte en Suisse qu'un contentieux, c'est ça que tu veux dire? Il faut les deux. Hein. Travailler en Suisse, acheter en Allemagne, vivre en Alsace. Oui. Oui, c'est ça. Ligot in Frankreich. Allez. Alors, Martin, chez toi, les Mizrach, c'est vers la Suisse. Pour moi, le Mizrach, j'ai oublié 50 ans en Israël. La seule chose qui m'a fait beaucoup de plaisir, c'est avoir la boîte du Keren Kayemet. Parce que comme enfant, on l'avait à la maison. Et plus tard, quand on était déjà à l'école secondaire, on allait vider les boîtes chez des juifs. On recevait les listes du Keren Kayemet et on allait vider ces boîtes de famille à famille. On passera de famille dans les quartiers juifs et vider les boîtes de Keren Kayemet. Et après, 10 francs suisses, c'est un arbre. C'est toujours notre devise. Et quand on a fait des paris, quand on était jeune, au mouvement de jeunesse, on a fait des paris. Qu'est-ce qu'on fait comme prix? Alors, le prix pour un pari gagné, c'était un arbre du Keren Kayemet. Ça veut dire 10 francs suisses. Elle existe toujours, la boîte. Hein? Oui, ça existe toujours, bien sûr. Mais plus personne ne la ramasse. Je crois que j'en ai quelque part dans un coin. Il faut la porter. Il faut la porter, oui. Mais je crois que j'ai ramassé moi aussi. Oui, moi aussi. À Saverne, on ramassait les boîtes. Il me semble que j'ai fait, oui, à Strasbourg, la rue du 22 novembre. Partout. Quand vous voyez la liste publiée dans le bulletin de nos communautés, où le juif ou la tribune juive d'avant-guerre, toutes les listes y étaient.
vous voyez patelin par patelin et chaque personne, la somme qu'on avait découverte dans le tronc, quoi. Toutes les communautés étaient concernées. À Françoise Elkoubi, ton tronc, il est un peu moderne. Hein. Quand j'étais gosse, ma grand-mère, je ne sais plus si c'était avant ou après Shabbat, elle me donnait une pièce chaque semaine pour mettre, avant ou après Shabbat, pour mettre dans le tronc du cathédrale. C'était aussi une tradition, ça, c'est vrai. Oui, oui. Avant d'allumer les bougies, on mettait de l'argent dans une pouske en yiddish, mais je ne sais pas comment on dit en judéo-alsacien, mais en yiddish pouske, là, qui était aussi d'autres boîtes, hein, il n'y avait pas que le caca. Okay. Par contre, pour revenir à la Suisse, j'adore l'expression qu'on a en judéo-alsacien pour dire la Suisse. Boris Medine. Oui. C'est extraordinaire, ça. Encore une fois, Medines, quel Medines? Boris. Je vous invite à écouter la lettre à l'oncle Avram de Claude Vigier là-dessus, oui, en judéo-alsacien. Oui, oui, elle est extraordinaire, oui. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde. Merci, good work. Yom Yerushalayim Sameach. Et espérons le calme. Et good work, comme on dit chez nous. Voilà. Mais Michel, encore merci. Merci, oui, merci. Merci. Et à très bientôt. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Merci beaucoup. Bon après-midi.